just like in school. You tell the students to Voilà, come comme ça, on closer. fait une atmosphère un peu cosy pour notre invité du jour. Déjà, je voulais vous dire bonjour pour ce nouveau Meetup DeFi France Lyon. C'est le 6e qu'on organise. Et cette fois, aujourd'hui, on invite un des pères fondateurs de DeFi France, donc Token Breeze. Cela faisait depuis un petit moment qu'il devait venir sur Lyon parce que traditionnellement, il vient là au premier Meetup qui ont lieu dans chacune des régions de France. Il était là lors du premier Meetup à Toulouse. Il était là lors du premier Meetup à Bordeaux également. Et à Lyon, en fait, on a décidé que non, on ne l'invitait pas. Pourquoi ? Parce qu'on voulait un peu créer nos petits meet-up par nous-mêmes, mais au bout d'un moment, il fallait bien qu'ils viennent nous rendre visite pour nous parler du coup évolution des DEX et l'impact que ça représente sur les structures de liquidité. C'est un thème dont Token Breeze a souvent parlé, mais aujourd'hui, on va avoir quelques slides supplémentaires et quelques réflexions issues de ces derniers mois. De mon côté, je vais juste faire une petite introduction générale sur DeFi France. Bon, déjà, le disclaimer de service, on ne fait pas de conseils en investissement, etc. etc. Et je vais vous parler aussi un petit peu de l'actualité de DeFi France. Donc, on est une communauté un peu autogérée, c'est-à-dire qu'on organise des meet-ups partout en France pour discuter finances décentralisées, DeFi, et ça se fait au plus proche des attentes des participants. On essaye de faire un petit peu d'échanges, voire même des votes, par exemple, pour ce soir, on a fait un petit vote avec Token Breeze pour savoir qu'est-ce qu'il allait nous présenter. Et donc, vous avez été nombreux à demander du coup cette fameuse histoire des DEX. Mais il y avait d'autres sujets possibles dont on aura sûrement l'occasion de parler un peu plus tard. Au niveau de l'actualité DeFi France, aujourd'hui, on est très content puisqu'on a obtenu un grant de la part d'Optimism. C'est la première fois que le travail de DeFi France est reconnu sous la forme d'un grant. Cela fait depuis des années qu'on travaille de manière un peu informelle, avec les moyens du bord. Et ce grant-là va nous permettre de soutenir les événements locaux là où ils ont le plus besoin, c'est-à-dire dans les lieux encore émergents. Typiquement, je vous ai parlé de Lyon, Toulouse, Paris, Bordeaux. Il y a encore des espaces où il n'y a pas de meet-up. Très concrètement, le Sud est un peu dépourvu. On a des gens qui sont un peu perdus du côté d'Aix-en-Provence qui nous ont dit « Ah, on aimerait bien faire quelque chose ». Et ils n'attendent plus que de se lancer et avoir un petit peu de financement. Ça permet du coup de soutenir, d'acheter du matériel et de faire en sorte que tout se passe bien. Du côté de la gouvernance de DeFi France, ces dernières semaines ont été assez actives. On a fait 2 propositions de gouvernance qui ont été approuvées par la communauté. La première, c'est juste une préparation à l'accueil des nouveaux défiants. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché est plutôt haussier, qu'un nouveau bull run se prépare visiblement. Plus que 2 mois avant le halving. Et du coup, on commence à avoir, du point de vue communautaire, de jeunes gens qui arrivent. Et du coup, il faut les accueillir. Il faut les accueillir avec les bonnes pratiques aussi. Il y a déjà quelques années qui se sont passées. Et du coup, on est en train de rédiger des contenus pour alimenter notre site web et pour dire aux débutants, avant de vous lancer comme des fous furieux, voici quelques bonnes pratiques de sécurité. Et on essaye à notre manière aussi de les accompagner. Et du coup, deuxième proposition de gouvernance qui a été approuvée récemment, on a renouvelé les gardiens de multisig, là aussi, pour faciliter l'onboarding des personnes qui nous aident au quotidien. Voilà. Brice, par exemple, est parti du multisig. Il faut le noter. C'est encore mieux. Il y a Arthur qui m'envoie un DM. « Salut, tu peux signer ça ?» Et c'était la transaction pour me virer. Ah oui, voilà. Donc, tu as été viré du multisig. Voilà, c'est aussi ça, la décentralisation. À un moment X, il faut tuer le père. Bon, on est en train de le faire gentiment. Et ça permet aussi, encore une fois, de jeunes gens de, pour la première fois, aller sur des multisigs, apprendre comment cela fonctionne, découvrir aussi, faire de la vérification de transactions, avoir une réflexion sur de la petite gestion de liquidité à l'échelle communautaire. Et ce sont autant de compétences professionnelles aujourd'hui. C'est tout bête, mais savoir comment fonctionne un multisig, avoir déjà une expérience, c'est quelque chose qui peut être aussi valorisé professionnellement. Et du coup, voilà, on est avec des petits jeunes qui en veulent. Du côté de Lyon, on a un prochain meet-up qui est prévu chez iExec le 5 mars. Le programme, c'est sécurité des smart contracts. Et du coup, on a 3 participants un peu d'exception. On a Soliditors, représenté par Nisdo, qui est dans la salle. Adrien Croubois et Florent Le Goff vont nous faire un magnifique meet-up. C'est un meet-up organisé par iExec, mais DeFi France Lyon a apporté son soutien.
On a aussi du coup, fait quelques rencontres ces dernières semaines. On a rencontré les gens de Cryptosphère Lyon parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire du côté des étudiants, notamment les étudiants à l'école d'informatique. Il faut aller les chercher pour aussi leur faire découvrir le monde de la crypto. Et enfin, il y a la création récente d'un collectif qui rassemble toutes les communautés Web3 de la région. Et on y participe également pour, pourquoi pas, faire un événement transversal pour le halving. On estime que ça pourrait être fédérateur et on tiendra informer absolument toute la communauté. Je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole à Token Breeze pour sa présentation et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Stingarl, est-ce qu'il y a toujours la connexion Internet? Yes, elle est toujours là, pas de souci. Ok, donc si je fais actualiser, là on ne la perd pas. Aïe, voilà. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, la rallumer? Voilà, petit détail technique. Tu me dis quand c'est fait? Deux secondes, j'arrive, désolé. Alors, est-ce que tu es connecté à Internet? Ok. Hop. Et voilà, tiens, je te laisse la parole. Bien. Bonjour à tous, ravi d'être à Lyon. On va parler des DEX, un peu mon sujet de prédilection, et notamment dans une perspective de comprendre d'un point de vue technique et tokenomics, pour être très simple, comment fonctionnent les DEX et comment ils trouvent leur synergie. Du coup, vous allez être capable d'expliquer, par exemple, pourquoi Curve, pourquoi Uniswap, pourquoi ça a si bien marché, j'espère, à l'issue de cette présentation. Donc, on a 4 grandes parties. L'intro, au final, elle a été discutée sur DFF récemment, donc je vous renverrai vers ça, mais on va quand même en parler. C'est la différence entre un AMM, un échange décentralisé, et des clubs, les Central Logic Underbooks, que vous avez sur Binance, Coinbase et autres. Deuxième partie, et c'est un peu les deux piliers de la présentation, d'un côté, les structures de liquidité, et en troisième partie, les mécanismes d'incitation. Au final, les deux marchent ensemble pour faire un DEX cohérent qui va être capable d'attirer beaucoup de liquidités, processer beaucoup de volume. Et c'est ce qu'on verra dans la quatrième, avec des exemples de comment ça s'articule sur des échanges décentralisés qui sont fonctionnels. Donc l'intro, c'est plus rapide. Je pense que si vous êtes à DeFi France, vous avez une idée de pourquoi. Mais quel est l'intérêt d'un DEX en général dans un monde où on a Binance et Coinbase? Il y a plusieurs raisons quand même assez notables, mais juste, c'est bien de ne pas les oublier, qu'au final, sur un échange centralisé, vous devez être vérifié, KYC, ça vient avec un certain nombre de contraintes, et aussi notamment qui peuvent suspendre le trading dans différentes situations, par exemple, choses qui sont bien sûr pas possibles sur un Uniswap où il n'y a pas de manière d'arrêter une pool Uniswap, et bien sûr, vous n'avez pas besoin de KYC pour trader sur Uniswap. Je dis Uniswap, mais ça peut être Curve, ça peut être Sushi, tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu les deux principaux trucs. Et peut-être aussi le troisième truc important aussi, qui est cette question de la custody. Donc en fait, qui a le contrôle des actifs? Encore une fois, sur Uniswap, vous connectez votre wallet avec vos fonds dedans et vous échangez vos tokens. Uniswap est juste comme un tuyau, un intermédiaire. Sur un Binance ou un Coinbase, la première étape, c'est vous donner vos fonds à Binance, qui vous permet après d'échanger les fonds et vous donne accès aux autres fonds. C'est la même logique qu'une banque. L'argent que vous avez à la banque, il n'est pas à vous, c'est une reconnaissance de dette. C'est la même chose avec Binance. Donc après, ça, c'est au niveau plus, disons, des fonctionnalités. Au niveau structurel de la liquidité sur ces services-là, la différence principale, c'est que bien sûr, cette logique d'order book, elle ne fonctionne pas du tout pareil que des pools de liquidité, bien qu'on va y venir, il y a des convergences maintenant. En gros, on ne peut plus trop... Il y a 4-5 ans, on pouvait faire l'approximation de dire un order book, c'est centralisé, et une pool de liquidité, c'est décentralisé. Maintenant, on commence à avoir un peu des deux. Mais donc, le principe de l'order book, au cas où, ceux qui ont tradé des NFT, au final, ils le connaissent bien, parce que c'est le même principe. Il y a un prix de demande, un prix d'offre, et c'est la rencontre avec les deux qui fait le prix. Là où, sur Uniswap, le prix vient directement de la pool en elle-même, par exemple. Donc, c'est des petites différences importantes. En part de marché, c'est un peu des vieilles slides, mais ça vous donne une idée. Donc ça, c'est Coinbase contre Uniswap. Et on voit un peu la convergence où Uniswap, c'était en quoi? Ça finit en Q2 2023, c'est un peu vieux. Avait réussi à faire plus de volume que Coinbase. Donc a priori, la part de marché des AMM augmente, mais une fois qu'on remet
le parrain dans l'équation, on se rend bien compte quand même que voilà, les AMM, ça reste petit en termes de volume, dans le sens où là, sur ce graphe-là, vous avez Binance, Coinbase, Uniswap, et grosso modo, on ne voit même pas la différence entre Uniswap et Coinbase, qui sont tout petits en bas, parce que le gros truc bleu, c'est Binance. Donc ça, c'est ce que je vous disais il y a une minute, c'est un peu les différences principales d'un point de vue fonctionnel entre les AMM et les Central Logic Order Book, les clubs. Ça, c'est une vieille slide qui date d'il y a quelques années. Et en fait, j'aime bien parce que j'ai surtout la version mise à jour de maintenant. Vous voyez quand même, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc, il y a 4-5 ans, les ordres limites sur index, vous pouviez oublier. L'efficacité du capital était assez limitée parce qu'on était sur une swap V2, on va y venir après. C'était assez restreint en type de structure de liquidité, donc pas forcément le plus adapté pour un lancement de token, par exemple. Il y avait des problèmes de MIV qui sont toujours là aujourd'hui, mais moins conséquents. Bref, en gros, la situation a bien évolué, de telle sorte que pas mal des inconvénients des AMM ont des réponses crédibles aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a aussi des order books on-chain. Et donc, en fait, la différence entre AMM, c'est index on-chain, et order book, c'est off-chain et c'est centralisé, c'est de moins en moins vrai. Après, il faut voir comment ça va se développer. Et je souhaite tout le succès à Mangrove parce que ça permettrait de faire beaucoup de choses intéressantes on-chain aussi. Vous avez Diziak dans la salle pour parler de Mangrove si ça vous intéresse plus. Donc, la première partie importante, c'est les structures de liquidité. Donc, concrètement, ça veut dire quel mécanisme est utilisé pour mettre en relation les 2 ou X tokens de la paire pour permettre les échanges. Et il y a différentes grandes familles de principes à ce niveau-là qui vont donner des résultats différents. Donc ici, je vous mets un peu les principales évolutions. Si vous avez fait de la DeFi, je pense que tout le monde connaît le bon UniV1, où en gros, on met 2 actifs en 50-50 en valeur, et ça nous donne ce fameux LP token. Les frais sont autocomposés dans la paire, on viendra après. Celui-là est le mieux connu. Second qui en gros émerge, c'est Stable Swap de Curve, où là on rentre dans un premier modèle de concentration, même si vous n'avez pas de capacité de paramétrer cette concentration. C'est un peu le début de la liquidité concentrée, même si on ne l'appelait pas comme ça. Je vous ai mis Balancer ici, mais honnêtement, ce n'est pas très innovant en termes de structure de liquidité, puisque grosso modo, c'est du Uniswap V1 avec jusqu'à 8 actifs et des poids variables entre les actifs. Mais ça reste, au fond, la formule de prix est la même. Après, l'autre innovation intéressante, ça a été bien sûr Uniswap V3, donc la liquidité concentrée. Et on va le voir après, mais c'est au final un peu une version modulable du Stable Swap de Curve. Et j'essaie d'avoir un peu de perspective plus dans le futur. Disons une dernière innovation plutôt incrémentale mais importante serait Maverick, et on va en parler juste après. Donc là, je voulais vous montrer d'un point de vue des formules de prix, alors c'est des maths mais ce n'est pas si effrayant que ça, comment ça marche concrètement pour distribuer ces prix. Bon, alors il y en a certaines qui sont assez simples. La courbe d'Uniswap, je pense que tout le monde a une idée, puisqu'au final, il n'y a pas de concentration, c'est le même prix tout au long de la courbe, et c'est ce qui aboutit à ses principaux avantages et inconvénients. Mais là où c'est intéressant, je trouve, sur cette courbe, c'est que vous voyez un peu Donc ici, vous avez en pointillé, c'est le prix constant, c'est en gros en assumant que les deux tokens ont toujours le même prix. Et donc là, vous voyez en bleu la Stable Swap, qui en fait est quasiment la même que cette courbe-là, autour de la zone de prix 1,1. Et ça vous donne un peu l'explication de base de Stable Swap. Donc c'est vraiment l'idée, on va y venir aussi. Mais c'est voilà cette idée d'assumer un prix 1,1 entre les actifs, maximiser la concentration à ce prix-là. Ça donne une très bonne liquidité à ce prix-là, mais des conséquences secondaires au-delà. Donc, juste pour vous faire les principaux modèles, oui, j'ai mis simple, mais piètrement efficace, j'ai été loquace. Mais c'est exactement ça pour Uniswap V1, V2. Donc ça marche bien, ça permet l'échange entre les deux actifs, mais c'est une concentration de 0 à plus l'infini en termes de courbe de prix. Donc quelle que soit la valeur de l'actif, vous avez la même concentration. Et notamment, par exemple, sur des paires de stablecoins, c'était insensé qu'on utilise ça pour trader des stablecoins, puisque c'est vraiment, coucou, je t'échange un USDC contre un USDT, mais je le mets sur un truc qui assume qu'en gros, l'USDT peut valoir de 0,0001 USDT à 50 milliards d'USDT. Alors que les deux sont des stablecoins, on sait quand même qu'a priori, bon, allez, 0,99 à 1,01, mais on peut former des assumptions. Donc c'est là où Curve, au début, a fait un peu a tiré son épingle du jeu, où justement, en proposant le Stable Swap qui donc, lui, est un peu, j'ai envie de dire, l'inverse de Uniswap V2 en termes de modèle, où c'est une concentration extrême, vraiment très très dense à un point donné de la courbe, qui est donc ce point très proche de 1. Donc ça permet des très bons prix, une très bonne disponibilité de la liquidité à cette zone de prix-là.
Mais bien sûr, ça a des conséquences, notamment quand vos deux actifs ne sont pas à cette parité, la liquidité devient très vite moins efficace et peut même avoir des conséquences sur le PEG, on en parlera après. Et donc la troisième, la dernière, la Concentrated Liquidity, qui a commencé avec Uniswap V3, où on pourrait le décrire comme un stable swap customisable, comme je vous le disais, puisque là, au lieu de vous forcer à une concentration autour de 1, ça vous permet juste de faire une liquidité concentrée, mais selon vos paramètres à vous. Donc c'est bien plus de travail pour les apporteurs de liquidité, mais ça permet aussi d'avoir une liquidité beaucoup plus efficace du moment que vous êtes dans votre zone de prix. Ça a bien sûr des inconvénients, l'essentiel étant plus de travail pour les LP, et cette question de la liquidité out of range, qui n'était pas possible sur Uniswap V2, puisque par définition vous êtes toujours en range, où là, grosso modo, si vous avez concentré sur une zone de prix et que le prix actif au marché n'est plus dans cette zone-là, votre liquidité n'est plus effective. Donc là, c'est juste pour vous montrer plus en détail un peu cette liquidité concentrée Uniswap V3. Donc c'est ce que je vous disais sur Uniswap V2, une concentration uniforme tout au long de la courbe de prix, de 0 à plus l'infini, on s'en fiche. Sur Uniswap V3, on est sur une logique où vous allez apporter votre liquidité dans une certaine range, comme on appelle ça, une zone de prix. Donc typiquement, par exemple, tiens, on va prendre un truc récent, vous auriez pu mettre votre liquidité sur Ether USDC, sur Uniswap V3, mettons entre 2000 et 2600 $. Vous auriez été en range jusqu'à assez récemment, j'ai plus trop la courbe en tête, mais voilà, là maintenant il est à quoi, 2008, 2009, un truc comme ça. Donc là maintenant, typiquement, avec cette distribution-là, vous seriez hors range, votre liquidité n'est plus en zone, vous ne pouvez plus processer de trade, vous collectez plus de frais, et vous vous retrouveriez entièrement en USDC. Ça après, c'est voilà, aussi l'IL, c'est un autre sujet où on va y venir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a cet inconvénient de la liquidité hors range, mais il y a aussi moi, ce que j'appelle l'expressivité de la liquidité. C'est-à-dire que sur Uniswap V2, vous apportez de la liquidité IS USDC. Si vous tous, vous le faisiez dans la salle, vous apporteriez la même liquidité, 50-50, distribuée sur une zone à l'infini. Alors que sur V3, vous apportez votre assumption en même temps que votre apport de liquidité, dans le sens où chacun d'entre vous va faire sa configuration de prix avec des hypothèses différentes. Et tout ça ensemble, ça crée aussi une donnée. Au final, ça donne des informations sur le marché. Et c'est important pour la partie d'après, la structuration de la liquidité. Donc, plus complexe pour les LP, je vous l'ai dit, liquidité plus concentrée. Donc, plus c'est concentré, plus il y a des risques d'impermanent loss. Ça aussi, c'est assez automatique. On va y venir aussi. Et le problème d'out of range. Pourquoi c'est mieux en V3? Pourquoi c'est passé en V3 Pourquoi c'est mieux? C'est moins bien. En fait, ce qui est mieux, ce qu'il faut voir, c'est la densité de liquidité pour le même nombre de tokens. Encore une fois, je pense que le plus clair, c'est pense à cet exemple de stablecoin, USDC, USDT. Tu les mets dans une paire comme ça, tu dis littéralement à Uniswap, j'achète et je vends de l'USDT avec mes USDC de 0,001 $ à 50 milliards de dollars. Donc il faut toujours retirer la liquidité et la remettre. Non, elle est tout le temps en range, c'est pas ça le problème. Mais c'est juste qu'en gros, ta liquidité, elle est distribuée sur une zone comme ça, alors qu'en fait, tu es en train d'échanger deux stablecoins et tu sais très bien que ces deux stablecoins, a priori, ils sont là. C'est la même chose sur les paires volatiles, mais je trouve l'exemple le plus parlant sur les stablecoins. Donc là, c'est la même chose, tu fais sur IS USDC, tu mets sur une zone comme ça, alors qu'au final, tu vas peut-être te dire, bon, plus 25% par rapport au prix actuel, moins 25%, ça me suffit pour moi. Chacun fait ses hypothèses. Mais oui, l'avantage, c'est que cette part-là, cette densité de liquidité est beaucoup plus importante. Donc pour la même quantité d'actifs, tu peux avoir une liquidité beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un peu l'étape d'après de la liquidité concentrée. On est sur Maverick, ce qu'ils appellent les pools statiques. Et donc là, grosso modo, il faut reprendre un peu tout ce que je vous ai dit sur Uniswap V3 et rajouter d'autres paramètres. Le principal étant cette distribution qui peut être inéquitable au sein d'une zone de prix. Donc sur Uniswap V3, vous apportez de la liquidité sur un Ether USDC de 2000 à 3000 $. Votre liquidité est au final concentrée, certes. Hop. Ouais, je suis trop loin. Concentrée, certes, mais donc concentrée comme celle-ci, mais vous voyez, distribuée de manière uniforme dans la zone de prix. Il n'y a pas de pyramide ou tout ce que vous voulez. C'est au final ce que permet de faire Maverick, ça va être cette forme-là au sein de votre zone. C'est-à-dire vous êtes sur une zone donnée, mais il n'y a pas la même quantité de liquidité à tout point de la zone. Vous pouvez par exemple en mettre plus au milieu ou plus à une extrême, ou vraiment littéralement dessiner comme bon vous semble. Donc c'est en fait, moi j'appelle ça du concentrated liquidity sur mesure, parce que c'est un peu une bonne manière de le décrire. Aussi, il y a la question des frais et de la densité des tics de liquidité. Donc là on rentre sur des choses un peu précises, mais en gros la densité des tics de liquidité, c'est combien
quelle zone de prix couvre un tick de liquidité, parce que ça fonctionne par tick, donc c'est des bandes de liquidité. Bref, manière simple de retenir tout ça, c'est beaucoup plus paramétrable, beaucoup plus adaptable à différents types de tokens. Et bien sûr, du coup, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup plus de travail à faire en tant qu'apporteur de liquidité. C'est plus complexe pour un apporteur de liquidité. Et ça peut donner lieu à des situations où la liquidité est assez mal designée au final. Mais il y a aussi des réponses à ça. Donc ça, c'est le mode statique de Maverick. Il y a un autre mode qui peut être intéressant, qui est ces modes dynamiques qui suivent les prix, qui suivent et qui reconcentrent la liquidité avec un délai, TWAP. Donc ça, en fait, l'intérêt, si vous voulez, c'est de faire de la liquidité concentrée en évitant ce fameux out of range ou en le minimisant le plus possible. Mais bien sûr, il y a aussi des conséquences, encore plus d'impermanent loss potentiellement, et toujours pareil, une complexité de comprendre qu'est-ce que ça implique réellement pour le LP d'avoir cette concentration-là. Ça dépend aussi des paires. Sur du stablecoin, vous prenez moins de risques, puisqu'a priori, il reste dans une zone de prix très restreinte. Sur des actifs volatiles, ça peut être beaucoup plus cavalier de faire du mode boss. Donc, c'était pour vous donner les bases sur les structures. On va y revenir après, une fois qu'on aura mis les modèles d'incitation, parce que les deux se connectent ensemble au final au niveau de chaque exchange. Donc, sur les modèles d'incitation, on parle vraiment d'en gros comment sont payés les apporteurs de liquidité. D'où comment on les rémunère pour qu'ils aient l'envie d'apporter de la liquidité et d'y rester. Et donc là, on va retrouver un peu les noms qu'on a dit tout à l'heure, mais à un autre niveau. Donc Uniswap, on parlait tout à l'heure pour l'invention du XY égale K, mais aussi ça a été un premier mode de distribution des frais aux apporteurs de liquidité, qu'au final assez simple, c'était 30 points de base, 0,3% de frais sur les swaps, directement payés aux apporteurs de liquidité et payés dans les tokens de la paire, donc auto-compound, comme on dit dans le token LP. C'était un peu le modèle le plus basique, mais au moins ça marche de manière assez efficace. Sur Curve, circa 2020, on a eu une approche un peu plus différente. On va y venir après dans le détail, mais grosso modo, les apporteurs de liquidité sont payés avec des tokens qui sont émis, en plus d'une part des frais, et il y a tout un mécanisme derrière pour gouverner l'allocation de ces tokens entre les différentes paires de l'échange. Donc ça c'est 2020, 2021, cette tokenomics s'est étendue. Je vais vous montrer avec des graphes un peu où c'est allé. C'est un peu le principe. 2021, Uniswap V3, qui était un nouveau modèle de structuration de liquidité, mais qui vient aussi avec un nouveau modèle pour la distribution de ces frais. Les principaux changements par rapport à V2 étant que déjà les frais ne sont pas automatiquement composés, ils sont claimables pour tous ceux qui ont apporté la liquidité sur Uniswap V3. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous avez ces fameux frais à claim dans vos paires, dans les tokens en question. Il y a 4 tiers de frais. Donc il y a aussi une flexibilité au niveau des LP qui peuvent choisir à quel niveau de frais ils se placent et avoir des calculs. Ok, je vais me mettre plus haut, comme ça je collecte plus, ou plus bas, comme ça j'ai plus de volume et donc je compense. Ça devient un peu de la game theory. Et c'est un peu les principaux changements de V3. Et bien sûr, en règle générale, plus de frais puisque la liquidité est plus concentrée, mais ça c'est dû à la structure de liquidité. 2022, c'était le lancement de Vélodrome en juin, si je ne vous dis pas de bêtises, sur Optimism. Donc on va en parler aussi après, mais c'est pas encore très politiquement correct de le dire, mais je pense qu'on arrive à un stade où on peut le dire largement, que c'est une évolution signifiante sur le modèle VECRV, donc le modèle de Curve, puisque ça repart du même principe, une émission de tokens pour les apporteurs de liquidité pour les rémunérer, mais avec toute une logique pour après équilibrer cette émission par rapport à ce qui se passe et les diriger vers les pools les plus pertinentes pour les DEX. Et en gros, en 2023, je vous ai mis rétro, mais ça pourrait être d'autres. Mais en gros, c'est l'itération sur ce modèle Vélodrome pour essayer encore plus loin, encore plus d'aligner les différents participants d'un échange décentralisé, de telle sorte à ce qu'ils aient le plus de liquidité possible sur les paires les plus critiques pour pouvoir capturer le plus de volume. C'est un peu ça le but du jeu. Donc là, on est sur, on va rentrer maintenant un peu plus en détail sur quelques modèles d'incitation. Donc, on n'est pas encore en train de connecter les deux. Donc, le modèle CRV, j'en ai pas mal parlé. Si vous voulez creuser, vous allez retrouver des vieux lives de 2 heures, des articles et ainsi de suite. Mais le principe de base est, donc ce que je vous disais, il y a chaque semaine une émission d'une quantité donnée de tokens de Curve, le CRV, émission qui est distribuée sur les différentes pools, donc les différents apporteurs de liquidité. Cette distribution, donc combien de tokens CRV vont sur chaque pool, en gros est décidée par ce qu'on appelle ces fameuses gauges. C'est un peu le mécanisme de base. Donc ces gauges, pour voter dessus, il faut verrouiller des CRV, il faut les bloquer dans un contrat pour une période qui peut aller de quelques semaines à 4 ans, mais en gros l'influence, le poids que vous allez avoir par CRV verrouillé
dépend de votre engagement temporel. Donc, pour le faire simple, 95% des participants verrouillent pour 4 ans, en tout cas initialement. Après, ils peuvent laisser leur lock expirer, mais c'est la manière de maximiser son pouvoir de vote. Et donc, verrouiller ces CRV, ça donne accès à 4 niveaux principaux. Le pouvoir de gouvernance, vous pouvez voter dans les propositions de gouvernance de Curve, on ne va pas trop en parler, mais c'est important. Ces fameux votes de gauche, donc décider où sont allouées les émissions CRV de la semaine, sur quelle paire, plutôt sur cette paire de stablecoin ou cette autre paire, ou cette paire d'actifs volatiles. Une fonction qui est un peu en perte de vitesse, mais c'est pas grave, c'est le fameux LP Boost, c'est-à-dire en gros un apporteur de liquidité sur Curve qui a lui-même des VE-CRV loqués et une capacité à augmenter les CRV qui gagnent grâce à ces apports de liquidité. C'est un calcul un peu dense, mais ce n'est pas tellement plus pertinent aujourd'hui à cause de Convex et d'autres services qu'il y a autour. Il y a toute cette question des bribes, qu'il faut appeler des incentives de vote maintenant, apparemment. Mais donc, c'est ce principe que, eh bien, il y a des projets qui n'ont pas leur propre VE-CRV ou dérivés, mais qui ont des pools sur Curve et qui donc vont payer les voteurs, les possesseurs de VE-CRV, ceux qui sont verrouillés dans la dot Curve, pour diriger leur vote de gauche vers leur pool à eux, afin d'avoir plus d'émissions CRV sur leur pool. C'est un mécanisme pour attirer de la liquidité sur une paire donnée. Donc c'est plutôt utilisé par des projets qui émettent des stablecoins, par exemple, pour qui c'est un enjeu important d'avoir de la liquidité. Et le quatrième avantage de verrouiller des CRV, c'est votre part des frais collectés sur l'échange Curve. Donc c'est vrai que là, je vous ai un peu fait vite là-dessus. Mais en gros, donc, sur Curve, le principe, c'est que les frais, chaque échange sur n'importe quelle paire, il y a des frais. Il y a une distribution 50-50 de ces frais. Il y a la moitié qui va être directement aux apporteurs de liquidité, l'autre moitié qui est collectée au niveau de la DAO en général, comme ils l'appellent, et qui est du coup redistribuée chaque semaine au prorata, aux possesseurs de VE-CRV. Donc, si vous avez 10% des VE-CRV, vous ramassez 10% de ces frais, aussi simple que ça. Il n'y a pas de modulation autre que ça. Mais et qui sont swappés en stablecoin, les frais, pour faciliter. Donc, c'est le principe de balle de Curve, et c'est aussi ce point-là, on va y revenir après, mais pour moi, c'est la plus grande faiblesse de Curve en termes de design tokenomics, parce que ça veut dire que quel que soit le participant, quel que soit l'impact d'un participant donné, il est payé de la même manière. Donc s'il vote une quantité aberrante de votes sur une pool qui ne sert à rien et qui ne processe aucun volume, il ramassera autant d'argent que le mec qui a fait du bon travail, a bien alloué sa liquidité, ses incentives à droite à gauche pour capturer le plus de volume possible. Donc ça, c'est un peu des vieilles slides, mais pour vous montrer l'évolution de l'écosystème Curve, qui a à la fois son avantage et un peu son inconvénient. Parce que là, donc, on était en 2021, ça vous montrait un peu tout ce qu'on pouvait faire avec des CRV, les différents mécanismes d'abstraction qu'il y a autour. Là, on était en 2022, et c'était un peu la même idée de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec des CRV, les mécanismes, les participants qu'il y a autour. J'ai arrêté de le faire après 2022, parce que je ne pense pas qu'on peut rentrer ça sur un écran au-delà de cette stade-là. Et donc, ça devient très dur, même juste pour les projets, de comprendre concrètement quel outil utiliser. Si par exemple un projet de stablecoin veut soutenir la liquidité sur Curve, maintenant ils ont une quinzaine d'options à leur disposition pour déterminer, diriger des bribes, des incentives, supporter de différentes manières. Et donc ça devient un peu il faut un master Curve pour utiliser Curve, quoi, concrètement, en tant que projet qui veut retenir de la liquidité. Donc, on arrive toujours sur un modèle d'incitation, à un modèle qui m'a beaucoup parlé quand il est arrivé en 2022, qui est donc le modèle Vélodrome, qui s'appuie pour les connaisseurs sur un modèle à la base d'André Cronier, le Solidly qui avait lancé sur Phantom, qui avait eu des problèmes techniques assez conséquents et qui avait explosé assez rapidement. Mais mine de rien, il y avait une innovation intéressante là-dessus, où donc ça reprend cette idée de Curve. On a une émission chaque semaine de tokens donnés pour aller vers les pools. Mais le principal changement, c'est au niveau des frais, en fait. Donc les frais, sur cet échange-là, les apporteurs de liquidité ne collectent pas leurs frais. Ils renoncent complètement aux frais, et ils sont payés uniquement avec les émissions. Tous les frais sont donnés aux voteurs. Ça, c'est la première grande différence. La deuxième, c'est que maintenant, les voteurs, ils ne sont pas payés de manière indiscriminée comme sur Curve. Ah, vous avez des tokens verrouillés, vous prenez votre part du gâteau chaque semaine. Ils sont payés en fonction des paires sur lesquelles ils votent. Et donc, ça aboutit à un meilleur alignement des incitations, dans le sens où, en tant que votant, vous possédez une grande quantité de tokens, vous pouvez diriger des émissions vers une paire donnée. Ça va marcher comme sur Curve à ce niveau-là. Mais maintenant, si votre paire, elle fait quasiment pas de volume, il n'y a donc quasiment pas de frais collectés, et bien vous allez en gros renoncer à un retour juteux
alors que sur Curve, cette situation est possible. Vous pouvez diriger beaucoup d'émissions quelque part, ça va créer une pool de taille conséquente qui potentiellement ne traite pas de volume, mais vous allez quand même recevoir votre part des frais comme tout le monde. Donc en gros, c'est pour moi une manière de résoudre un peu ce problème d'équilibrage qu'il peut y avoir sur le modèle original, qui est en gros de faire en sorte que les votants soient exposés sur les pôles sur lesquels ils votent, quoi, aussi simplement que ça. Alors il y a eu des questions d'airdrop au protocole au début aussi, pour un peu lancer la machine, qui a été un peu hérité du modèle Solidly, mais ce n'est pas le plus intéressant. Juste pour finir sur le modèle d'incitation, après celui-là, historiquement, il ne se porte pas très bien, comme quoi ce n'est pas toujours le meilleur modèle qui gagne, mais il est intéressant parce qu'il va une étape plus loin. On repart sur un modèle donc, de base vélodrome, mais avec encore quelques changements. Ici, l'idée principale, c'est en fait qu'au lieu de distribuer directement le token tel quel aux apporteurs de liquidité, ils vont distribuer une call option, une option d'achat sur le token en question. Et en fait, l'idée qui suit, elle est assez simple. En fonction de à quel point l'activité que va faire celui qui reçoit ce token est synergique avec l'échange, il va avoir différentes conditions. Donc pour le mettre très simplement, ceux qui veulent échanger ce haut rétro pour du rétro verrouillé 4 ans, ils le font immédiatement et en 1-1, donc sans aucune pénalité. Mais maintenant, ceux qui veulent l'échanger pour du rétro liquide en vue de, par exemple, le vendre, eh bien, ils vont devoir... c'est une option d'achat avec un discount. Donc, ils vont payer une certaine part. Ils vont payer, par exemple, 50% de la valeur de ces hauts rétro pour pouvoir les redeem en rétro. Donc, c'est vraiment une idée de pousser l'alignement des incentives un peu plus loin. Maintenant, bien sûr, ça rajoute de la complexité au modèle. Et c'est un peu tout l'enjeu de trouver ce juste point entre les deux. Parce que c'est sans doute aussi pour ça qu'Uniswap V2 avait aussi bien marché à l'époque. C'était quand même super simple. Il y a aussi cette utilisation d'un petit outil développé par les Frenchies, donc autant leur donner un short, qui est Merkle de Angle Protocol. Et en gros, ça va être un mécanisme pour distribuer des incitations, donc par exemple les tokens créés chaque semaine, sur une liquidité concentrée. Et donc là, on a des enjeux de faire en sorte de ne pas être attaquable d'une certaine manière, parce qu'on a vu les premiers programmes d'incitation sur la liquidité concentrée, où en gros on avait des apporteurs de liquidité qui concentraient énormément sur un seul tick, pas forcément ceux qui géraient le plus de volume, mais qui leur permettaient surtout de ramasser le plus d'incentives sans prendre trop de risques. C'est vraiment l'idée de base de Merkle d'adresser ça et de permettre un peu plus de flexibilité en termes de comment sont distribuées ces incitations. On rentre dans des trucs un peu plus techniques, mais intéressants pour certains cas d'utilisation. Donc concrètement, maintenant, on peut aller dans le vif du sujet, qui est comment ces modèles d'incitation, on en a déjà un peu parlé, mais ces structures de liquidité et ces modèles d'incitation s'impliquent ensemble pour créer un DEX qui potentiellement tient la route. Donc Uniswap V2, on en a pas mal parlé. V3, je pense que vous commencez à avoir les bases. Concrètement, ça reste un des plus gros DEX, enfin le plus gros DEX tout simplement. Je vous mets ici à peu près 30% du volume. C'est en baisse, c'était plutôt 50% il y a un an ou deux, mais ça reste vraiment pas marginal. C'est le premier aussi en termes de TVL, Total Value Lock, donc combien d'actifs sont placés sur Uniswap pour apporter de la liquidité. Pas loin de 5 milliards peut-être maintenant avec l'appréciation du prix sur Ether. Et surtout c'est très flexible, c'est adapté à peu près tout. Uniswap V3, vous pouvez faire des paires stable, des paires volatiles, des paires pour les LSD, je vous ai mis les dérivés, c'est un peu ça que j'avais en tête, les liquid vapor, quel que soit le type de token et sa courbe de prix, comme vous avez la possibilité de choisir vous-même votre concentration, ça s'y prête plutôt bien. Sur Curve V2, ah oui pardon, un autre point important aussi mine de rien, c'est on est sur du code complètement immuable sur Uniswap V3. Personne ne peut arrêter Uniswap V3, même si vous arrivez à attraper Aidan Adams, le fondateur, et vous le menacez de quoi que ce soit, il ne peut rien faire sur Uniswap V3, ça tourne sur Uniswap V2 ou V1 d'ailleurs. Le seul truc qu'il y a, c'est cette question du fameux fee switch. Donc en gros, pour l'instant, 100% des frais vont aux apporteurs de liquidité. Il y a une provision dans le code d'Uniswap V3 qui permet d'introduire une capture de ces frais, d'une partie de ces frais. Si je ne vous dis pas de bêtises, ça va jusqu'à un quart du total collecté par les LP, quelque chose comme ça, mais il y a une frontière maximale prévue dans le code. Donc même si la DAO d'Uniswap pète un câble et décide de vouloir se faire plein d'argent sur la tronche des apporteurs de liquidité, elle ne peut pas leur prendre plus d'un quart ou peut-être
un tiers, quelque chose comme ça, mais il y a une limite haute assez raisonnable des frais qu'ils collectent. Et c'est le seul changement qui peut être fait sur Uniswap V3 à l'heure d'aujourd'hui. À voir pour V4 quand ça sort, on n'a pas encore tous les détails. Sur Curve, on est à peu près sur la même logique, à part qu'il y a des fonctions d'urgence qui peuvent permettre quand même un contrôle plus ou moins relatif de certains composants de l'échange, notamment tout ce qui est relatif à l'émission du token CRV. Mais dans l'essentiel, les pools ne peuvent pas être arrêtés, ainsi de suite, donc les propositions de base sont retenues. Donc sur Curve, c'est environ 7,5 à 10% du volume sur les beaux jours, pour une TVL qui est à peu près la moitié d'Uniswap, grosso modo. Ça c'est sur toutes les chaînes. Donc comme Uniswap, les deux, ils sont sur une bon paquet de chaînes, 10, 12 chaînes, 13 je crois, ouais, même 13. Bon, en gros, la principale différence, c'est que sur Curve, on est quand même encore sur, comme je vous le mets ici, sur en gros, les types de tokens sur lesquels ça marche bien. Moi, je reste très peu convaincu de l'utilisation de Curve en tant que source de liquidité pour des tokens volatiles. Il y a quelques tokens où ça marche bien parce qu'ils ont une quantité de liquidité énorme, mais au final, leur grosse part de marché reste encore sur les stablecoins et les LSD, les dérivés de tokens d'Ether stakés, ou maintenant les LRT, les ETH restakés qui sont échangés contre des Ethers. Sur Maverick, on est sur un échange beaucoup plus jeune, lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je vous mets en haut la part de volume qui reste assez marginale, 2 à 3% en fonction des jours. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment en gros ce ratio par rapport à la valeur qui est verrouillée, où en gros, on a 30 millions de dollars sur Maverick pour ces 2-3%. Sur Curve, on a 2 milliards de dollars pour ces 7%. Donc vous voyez un peu le ratio, vous pouvez le faire dans votre tête. Ça donne des choses assez pertinentes. C'est beaucoup plus technique, d'où les positionnements que j'ai mis là. C'est plutôt, on est sur les projets directement qui vont utiliser Maverick ou des apporteurs de liquidité assez chevronnés, on va le dire comme ça. C'est pas trop prévu pour les retail. Et bon, au niveau de qu'est-ce que ça permet, c'est surtout ces nouvelles structures de liquidité couvrent des stratégies intéressantes qui permettent de faire ce qu'on appelle de la liquidité directionnelle. On va y venir un peu après, je crois. J'ai une slide dessus. Mais voilà, c'est encore assez nouveau. C'est utilisé dans certaines circonstances. Pour ceux qui ont suivi les épisodes sur Go, par exemple, ça a été assez utile pour permettre d'aider à ramener Go à son peg. Donc là, on est sur Vélodrome V2. Donc je vous ai déjà présenté le modèle d'incitation, mais c'est juste pour un peu connecter tout. On est sur un positionnement qui s'est plus mis vraiment au niveau des projets. Donc ils ont travaillé vraiment avec l'idée d'amener des projets qui n'étaient pas sur Optimism ou les projets qui étaient déjà sur Optimism à utiliser leur DEX. Et c'est aussi ça un peu la grande nouveauté, on va dire, de Vélodrome. C'est ce fait d'être concentré sur un écosystème en particulier, qui est donc l'écosystème d'Optimism, et d'avoir tout fait pour maximiser sa présence et son impact là-dessus. D'où le fameux airdrop aussi dont je vous parlais. Chose notable aussi quand même, on est aussi sur un modèle quasi Uniswap-like, dans le sens où rien ne peut arrêter une paire sur Vélodrome. C'est des contrats immuables. Bon, en fait, non, c'est pas quasi, c'est Uniswap-like, oui. Il y a aussi une question de frais sur Vélodrome qui part à la team et qui peut être modulable. Il n'y a pas de modulation des frais sur les LP possible. Hop. Pardon, j'ai oublié une partie en anglais. Mais donc là, on est sur Retro, qui est donc une autre itération sur un modèle de base Vélodrome. On a une distribution des frais un peu plus compliquée, mais en gros, il y a 80% qui part au VE Retro, à ceux qui ont verrouillé les tokens. Il y a un autre mécanisme après, une autre part à la team et l'autre part au stablecoin holder, pour faire la surcollatéralisation de leur stablecoin. Mais bon, en gros, les points intéressants, je vous l'ai déjà dit, c'est cette question d'utiliser des option tokens pour essayer d'affiner encore plus comment les gens se comportent avec les émissions qu'ils reçoivent dans les tokens donnés et de favoriser ceux qui se rendent dans une logique longue d'engagement sur plusieurs années contre ceux qui vont être dans une logique de juste collecter des tokens et les vendre immédiatement. L'autre point qui peut être intéressant aussi, c'est cette question du cash. Cash, c'est un stablecoin qui est construit par la même équipe et qui est un peu inclus dans le fonctionnement même de l'échange, qui donne lieu à des mécanismes intéressants où ils ont des modèles d'incitation qui favorisent un peu leur stablecoin à voir. Pour l'instant, ils n'ont pas trop eu de succès, mais je pense que sur le long terme, ça a une grande pertinence de connecter stablecoin et échange décentralisé, puisqu'au final,
les stablecoins nativement en eux-mêmes, c'est les plus grands utilisateurs utilisateurs d'échanges décentralisés et surtout, ils ont de grands besoins en liquidité. Donc, ça se rejoint assez naturellement. Donc ça, c'était juste pour vous montrer cette question de liquidité directionnelle. Donc c'est cette idée qu'en gros, c'est une liquidité qui va, pour revenir à ce que je vous disais tout au début, l'expressivité de la liquidité. Donc sur Uniswap V3, chacun fait sa propre hypothèse. Ça donne lieu à de l'information on-chain qui peut créer comment dire, oui, une information qui a de la valeur en elle-même. Je veux dire, pour vous le mettre concrètement, si vous regardez la liquidité d'un token sur Uniswap V3 et vous voyez que juste au-dessus du prix actuel, il y a des millions de liquidités prêts à vous dumper sur la tronche sur les 3 prochains ticks, vous comprenez bien que ce truc-là, il va a priori pas s'apprécier dans un futur proche tant qu'il n'aura pas bouffé ces millions de liquidités à vendre. Bon, c'est un peu la même idée en moins extrême, mais par exemple, là, sur un stablecoin, comment créer un soutien pour le prix actuel avec une zone d'achat très forte ici et une quantité de liquidité vendeuse très limitée. Et donc, au final, ce déséquilibrage de la liquidité, ça permet de un peu pousser le prix, ou en tout cas le soutenir, typiquement avec l'angle que vous voyez sur la courbe. Là, c'est en utilisant Merkle, mais c'est un peu le même principe à haut niveau, où en gros, là, c'est donc des récompenses qui vont être distribuées, mais avec une allocation qui est pondérée par rapport aux paramètres habituels, et notamment, en gros, 80% de la quantité de tokens que vous allez recevoir est déterminée par combien vous avez mis d'USDC dans la paire, 15% par go et 5% par les frais. Donc en gros, le plus gros facteur qui va déterminer vos récompenses, c'est la quantité d'USDC. Ça revient au même que ça, hein, parce qu'en gros, si vous voulez maximiser vos récompenses, vous allez faire quelque chose qui va ressembler à ça. Vous allez mettre plus de liquidité sous le prix pour le soutenir qu'au-dessus pour vendre, mais ça donne plus de flexibilité aux apporteurs de liquidité. Ça, après, c'est plus pour penser un peu le futur par rapport à UniswapX, dont vous avez peut-être entendu parler. Mais c'est donc cette question des intents, je ne sais pas si ça se traduit bien en français, des intentions, et un peu la convergence d'autres tendances qu'il y a par rapport aux échanges décentralisés. Donc on n'a pas trop eu le temps d'en parler ce soir, mais il y a cette question de la coincidence of wants. Donc là, tout ce qu'on a parlé, c'est en gros des échanges qui se passent sur des échanges décentralisés, mais il faut bien comprendre qu'il n'y aura jamais rien de plus efficace que juste trouver un match direct pour votre échange. Donc si vous voulez acheter des Ethers à 2832 $ ce soir, je ne sais pas quel est le prix, mais donc c'est le prix, il n'y a pas de manière de designer un échange qui vous permettra de faire ça de manière plus efficace que de trouver un voisin qui veut vous vendre des Ethers à 2832 $ et que vous faites un envoi direct de l'un à l'autre. Parce que tout simplement, vous évitez toute interaction avec un contrat, vous payez le prix tel quel sans aucun frais, chacun reçoit le prix du marché. Donc c'est un peu ça l'idée de coincidence of wants, mais de trouver des mécanismes pour faire ça, sans que vous ayez à aller voir tous vos voisins pour leur dire hey, tu veux acheter ou tu veux vendre des Ethers. Il y a cette question d'agrégation, donc on est assez familier, notamment avec Paraswap en France, mais toute cette idée qu'on a parlé déjà de 5-6 modèles d'échange décentralisés différents ce soir, il y en a des quantités d'autres sur plein de chaînes différentes, ça devient vite très dense, et donc la thématique d'agrégation est assez importante pour trouver les prix sans avoir à visiter chaque exchange manuellement. Et enfin, la question du cross-chain, donc en fait, cette idée à terme, par exemple, pouvoir regarder les pools de liquidité sur toutes les chaînes en prenant en compte les bridges pour pouvoir, peut-être que pour vous mettre simple, dans un futur pas si lointain, peut-être que dans 5 ans, si vous voulez acheter des Ethers avec de l'USDC sur Mainnet, peut-être que le chemin qui vous donne le meilleur prix, c'est pas de le faire directement sur Uniswap Mainnet, mais en fait de swapper vos Ethers, de bridger vos Ethers sur Arbitrum pour faire l'échange là-bas, puis après vous les renvoyer sur Mainnet, ou qu'importe. Il y a aussi la question tout simplement, quand vous voulez swapper et envoyer vers une autre chaîne, vous pouvez le faire en une transaction avec ces questions d'intent. Donc c'est un peu ça le fonctionnement à haut niveau de Uniswap V3, Uniswap X, qui est donc en soi, ce n'est pas une nouvelle structure de liquidité, ce n'est pas un nouveau modèle d'Uniswap, c'est vraiment plus au niveau de l'utilisateur qui vous permet vraiment d'avoir cette question de, en gros, passer d'une logique de envoyer un ordre d'achat-vente direct comme c'était sur Uniswap où vous prenez un prix donné de Terre USDC à une intention d'achat ou de vente qui va après rentrer en compétition, lancer une compétition entre ce qu'on appelle des feeders, qui en gros vont chercher différents chemins pour aboutir à cet échange, et celui qui vous trouve le meilleur chemin avec le meilleur prix remporte la compétition, et donc à terme c'est tout simplement des meilleurs prix pour les LP. C'est une manière de faire de l'agrégation un peu plus pertinente et efficace.
je ne sais pas combien on en est au niveau de temps. Sinon, on a de la marge. Ah, super. Peut-être faire une petite pause déjà. Ouais, ça, on va digérer un peu. Ça peut être dense. Mais sinon, ouais, je peux venir sur d'autres points. On peut déjà faire un petit tour de questions-réponses, Ouais, puis après on va faire comme ça. on te laisse continuer sur autre chose. Déjà, bon, mais déjà merci beaucoup. Déjà, je pense que ça mérite déjà un bon applaudissement. Parce que bon, c'est une vue synthétique de ce qu'on fait autour des DEX qui est assez remarquable. Moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de maturité dans ta présentation parce que tu arrives à surplomber le sujet tout en restant compréhensible. Et c'est un très très gros travail. Donc, franchement, bravo. Est-ce qu'il y a des questions pour Brice? Est-ce que vous avez des questions? J'ai un micro, on peut se déplacer. Yes. J'avais une question sur Maverick, Ouais. sur la liquidité dynamique. Ouais. Est-ce que ça ouvre pas la porte à des nouveaux types de MEV? Alors, potentiellement, oui. Alors, il y a cette question de... Attends, c'était où? Si, je suis passé un peu vite, mais il y a quand même des garde-fous qui sont mis en place. Ils sont un peu détaillés ici. Donc déjà, il y a un délai de... Ça prend le prix par rapport à un TWAP de 3 heures. Donc, bien sûr, c'est pas possible de bouger le prix dans un bloc et hop, le bloc d'après, faire ta petite cuisine ou des choses comme ça. Que déjà aussi, oui, question de MEV, c'est aussi que, en gros, tous ces changements-là, ça implique au moins que tu passes un bloc. En dehors du TWAP, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas des actions que tu peux faire au sein d'un même bloc avec un flash loan, comme tu peux faire des manipulations sur des marchés monétaires ou des choses comme ça. Et il y a aussi cette question que, en gros, ça va chercher toujours, ça fait une reconcentration partie quantique, comme tu vois sur l'image. Donc il n'y a pas d'échange de tokens dans la reconcentration. C'est vraiment, le prix évolue, tu te fais sortir de range, tu te retrouves complètement dans le token jaune, ça va te reconcentrer au prix le plus proche, entièrement en token jaune, ou pareil en token bleu. Mais il n'y a pas d'échange de tokens. Donc au final, c'est déjà un peu adressé pour réduire la surface d'attaque au maximum. Ça fait 1 an et quelques que ça tourne, on n'a pas vu d'attaque. A priori, ça va, mais on ne peut jamais dire impossible, bien sûr. D'autres questions? Ouais. Merci. Tu as parlé tout à l'heure de l'arrivage des order books on-chain. Moi, j'ai entendu que c'était assez inefficient et relativement ouvert au front-running notamment. Tu vois quoi comme intérêt à passer par un order book qu'un AMM on-chain? Ouais, alors c'est surtout une question presque de limite technique au final, parce qu'un order book on-chain, ça demande beaucoup de capacité et surtout une réponse très rapide. Tu sais, c'est les fameux, tu vois, sur Binance ou autres, ils ont je ne sais pas combien de milliers d'orders à la seconde et ils te les exécutent en des millisecondes. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que le passer on-chain, ça peut être compliqué. Et après, c'est vrai que tu touches un point intéressant, qu'au final, Uniswap, Uniswap V3, c'est un peu une manière de faire des ordres, dans le sens où tu peux dire, maintenant, aujourd'hui, tu peux créer ta liquidité pour dire, moi, je suis vendeur sur Ether de 4000 à 4500 $. Tu vas être hors range tant qu'on n'y arrive pas, mais quand on arrive dans cette zone, et si effectivement ça dépasse les 4500 $, tu auras vendu dans cette zone-là. Donc tu peux utiliser Uniswap un peu comme un order book, mais tu restes apporteur de liquidité. Concrètement, ce n'est pas exactement la même chose. Tu as aussi des outils au niveau des agrégateurs, notamment Paraswap et OneInch proposent des ordres limites, par exemple. Donc on retrouve une fonctionnalité un peu similaire, où tu peux dire très bien, vends-moi mes Ethers à tel prix, 4500, avec une expiry ou des choses comme ça. Mais voilà, on retrouve des fonctionnalités similaires d'un côté ou de l'autre, mais la nature même de comment est structurée la liquidité n'est pas la même. Et bien sûr, Diziak t'en parlera peut-être mieux que moi, mais il y a des enjeux très conséquents à ramener un order book on-chain. Les principaux étant vraiment cette question de la latence et juste le flux, la quantité, la capacité, quoi. C'est pour ça que maintenant, tu les trouves plutôt sur des layers 2 ou des layers 7K ou des choses comme ça. Parce que là, en fait, toutes ces questions de gaz et de capacité sont plus réalistes à aborder pour un order book.
Je ne vais pas me risquer à rentrer dans une réponse technique sur le sujet, mais oui, l'évolution des order books on-chain se fait en parallèle avec la maturation des layer 2 en fait. Et donc le passage à l'échelle au niveau de la scalabilité des layer 2. C'est sur ça que ça se fonde. Et aussi les order book on-chain visent à répondre à d'autres attentes, notamment la possibilité de rajouter des hooks et donc de faire des choses assez innovantes à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Brice? Profitez-en, hein. Allez-y, allez-y. Au départ, tu avais Uniswap V1, V2, où globalement, je suis un novice complet. Je dépose, je comprends pas trop ce que je fais. Je me prends de l'impermanent loss. Derrière, ça a évolué. On est sur des trucs qui ont l'air quand même vachement plus complexes. Où en gros, ça se professionnalise, ou si tu sais ce que tu fais, tu vas probablement pouvoir gagner de l'argent. Mais globalement, si tu es débutant, je pense que sur Maverick, il y a moyen que tu te fasses... Potentiellement, tu peux te faire dégommer, quoi. Est-ce que... Si tu vois, par exemple, on a Cyril de Swap qui est venu ici présenter un modèle assez différent, en mode l'utilisateur va sur Paraswap, il achète simplement, et moi mon but c'est un peu optimiser pour les utilisateurs qui veulent LP. Comment tu vois un peu les deux différentes visions? Est-ce qu'il faut justement un truc très professionnel pour les experts et les débutants iront sur Swap, ou comment tu vois ça? C'est un enjeu de simplicité contre efficacité. J'ai envie de dire, c'est que, donc, comme tu disais, Uniswap V2, c'est bien, c'est facile pour les LP, mais maintenant, c'est une liquidité assez peu efficace qui a quand même son intérêt. Hein. Je voulais vous rajouter une slide et c'était grosso modo un même pour dire, voilà, quand on commence avec la liquidité, on trouve qu'Uniswap V2, c'est génial. Puis après, on découvre StableSwap, SCL, et on est là, Uniswap V2, c'est pourri. Et en fait, on revient à Uniswap V2, c'est génial. Parce que, essentiellement pour les arguments que tu mets en avant, parce qu'au final, Uniswap V2, les LP, ils viennent, ils comprennent, c'est simple, c'est 50-50 et ainsi de suite. Et donc il y a vraiment cette question de comment tu recrées une expérience aussi claire, même avec des modèles de liquidité concentrés sous-jacents. Donc sur Maverick, par exemple, c'est ce qu'ils font avec ces questions de boosted pool, où en gros les projets vont créer une certaine forme de liquidité qui correspond exactement à leurs besoins, et après elles sont wrappées dans un ERC20, et on aboutit à une expérience similaire pour un LP à Uniswap V2, il arrive, il clique sur le token, un des tokens de la paire, ça lui dit automatiquement combien il faut de l'autre côté, et il clique sur suivant, et c'est bon, il est dedans et il a ses récompenses. Ça peut marcher aussi, mais voilà, c'est quand même en effet un plus grand enjeu, et notamment si le LP veut arriver à un niveau où il comprend qu'est-ce qui se passe en fonction de l'évolution de la courbe de prix par rapport à sa distribution de liquidité, c'est un enjeu, quoi. Puis aussi la question après des projets qui créent des distributions de liquidité insensées, qui aboutissent à des pertes immédiates pour leurs déposants. C'est aussi un enjeu. Je me suis rendu compte récemment où j'ai lancé des choses. Au final, c'est une question de formation, de compréhension des gens. Mais en fait, il y a aussi un autre problème avec cette complexité, plus que les LP, c'est les projets en eux-mêmes n'ont plus la capacité en interne de savoir concrètement comment mieux utiliser leur incentive. Et ça aboutit à beaucoup de situations de gaspillage ou de prise de risque. Et ça aussi, c'est vrai que au final, c'est peut-être un des futurs métiers de la DeFi qui est en train d'émerger, qui est le liquidity manager, mais pas dans le sens tu gères de la liquidité pour des clients, mais dans le sens tu as des projets qui veulent soutenir une certaine liquidité sur différents types d'échanges. Ils ont potentiellement un budget ou pas, tu t'en fous. Mais en gros, tu es là pour les aider à utiliser différents outils à leur disposition au mieux, les Merkle, les curves, et ainsi de suite, de manière à atteindre leurs objectifs de liquidité. Ça, je pense que c'est un métier d'avenir. J'aimerais réagir sur ce que tu viens de dire, Flo. Effectivement, il y a de la complexité qui se rajoute et du coup, il y a des enjeux de formation absolument centraux pour que les utilisateurs, mais aussi les professionnels, arrivent à suivre le rythme de l'innovation. C'est ce que nous racontait aussi Richard Détente la dernière fois au dernier meet-up de DeFi France. Plus le rythme de l'innovation est rapide, plus les inégalités augmentent dans le même temps. On se comprend bien, ça devient de plus en plus difficile de suivre le rythme. Les formations ne sont pas disponibles et l'accès à l'information devient de plus en plus restrictif. Mais du coup, pour Maverick en particulier, toi, tu as fait des séances de formation ouvertes à tout le monde, notamment aux professionnels et au retail, un créneau de 3/4 d'heure avec Token Breeze pour apprendre à gérer de la liquidité sur Maverick. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour d'expérience de ces séances de formation? Je te laisse 2 minutes pour réfléchir à ta réponse, parce que j'imagine qu'elle doit être complexe, mais je serais curieux de savoir
de manière générale, comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé les apprenants que tu as eus et quelles leçons tu peux en tirer d'un point de vue plus pédagogique? Alors, il y a vraiment eu bon, on ne peut pas trop schématiser, j'ai eu à peu près une vingtaine de sessions. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, il y a un live sur la chaîne YouTube DeFi France qui était en gros un peu les choses que j'ai le plus répétées dans ces 20 leçons. J'ai fini par en faire une vidéo, d'abord en français puis après en anglais, plutôt que de me répéter à chaque fois. Mais il y a vraiment eu deux groupes de participants, autant que ce soit au niveau des projets que des LP. Des gens curieux, qui avaient déjà un peu fait leur travail, qui avaient lu, et qui venaient avec des questions assez pointues, qui voulaient vraiment avoir une compréhension aboutie des mécanismes sur Maverick, pour pouvoir après eux-mêmes créer leur propre stratégie en connaissance de cause. Mais une autre tendance qui, moi, m'exaspère un peu, parce que j'aime la curiosité, qui est en gros la tendance de j'utilise mon petit bridge de poste pour m'aider à faire la pool optimisée et distribuer les incentives, et en fait je m'en fous, quoi. Donc concrètement, des gens qui avaient pour leur projet, c'est plutôt des gens projet, qui avaient besoin d'utiliser Maverick et qui concrètement ça se sentait, n'avaient pas de curiosité à apprendre les mécanismes, mais plus en gros envie d'une réponse toute faite. Ah tiens, ton token c'est ça, donc tu me crées une pool statique, linéaire, distribution comme ça sur 11 ticks, avec ce truc-là, tu mettais le budget pour tant de TVL. Et voilà, mais le truc c'est que ce gars-là, dans un mois, si sa situation de prix a évolué, ou pour un autre token, bon, bah, concrètement, soit il refait un appel avec moi, si je veux bien le reprendre en appel encore une fois, une deuxième fois, et ainsi de suite, soit il va probablement finir par faire une erreur parce qu'il n'aura pas la compréhension de base, quoi. Donc il y a un enjeu à ce niveau-là, ouais, de la question de l'expertise en liquidité au sein des projets, et certains projets qui ont encore un peu du mal à prendre ça au sérieux, qui voient plus ça comme une dépense. J'appelle ça le spray and pray, pardon, c'est un peu ça. On distribue un peu, hop, un peu sur curve, un peu sur uni, un peu sur machin, et hop, on voit où la liquidité elle colle, et du coup ça aboutit à des pertes assez conséquentes pour ces projets-là. Mais ça aussi, sur la durée, ça fait la différence entre des projets plus habiles dans leur stratégie de liquidité et d'autres qui sont assez excessivement dépensiers pour des résultats qui n'en valent pas la peine. Dis-moi. Ça serait plus pour avoir ton avis sur justement une histoire de 4 c'est pas encore live, donc c'est un peu dur à dire, mais je pense qu'il y a vraiment cette question de... en fait, un des plus grands échecs d'Uniswap V3, en termes stratégiques, on va le dire, ça a créé beaucoup de complexité par rapport à Uniswap V2, et ils n'ont pas anticipé que ça appelait en fait une couche d'infrastructure, d'outils, de gestionnaire de liquidité, d'outils d'analytics, et ainsi de suite, importante, qui au final s'est développée malgré tout sur Uniswap V3, mais ça a mis un certain temps. Et Uniswap V4 a vraiment plus cette vision de, j'ai envie de dire, internaliser cette couche-là autant que possible avec les hooks, et d'avoir une approche beaucoup plus proactive à ce niveau-là. Donc ça, c'est bienvenu. Après, sur la structure de liquidité, il n'y a rien qui change sur Uniswap V4 par rapport à ce que je vous présentais tout à l'heure. On reste sur de la liquidité concentrée en range. Je ne suis pas sûr que... si, je crois qu'il y a peut-être la largeur des ticks qui devient paramétrable, comme on peut l'avoir sur d'autres modèles de CL. Mais l'innovation de V4, ce n'est pas au niveau de la structure de la liquidité en elle-même. C'est plus en fait, c'est V3.1, si on veut être honnête, dans le sens... Ça explicite bien que ce n'est pas une innovation fondamentale du modèle de liquidité. Et pour être honnête, c'est assez dur d'innover au-delà de CL, ça va plus être des modalités. C'est vraiment cette question de comment permettre à une infrastructure beaucoup plus dense de se développer et d'être intégrée au niveau natif, au niveau de la pool en elle-même avec les... C'est pertinent, mais voilà, ça se lance. Ils ont annoncé, je crois, maintenant on est sur Q2, ils visent Q2, fin Q2 2024. Parce qu'il y avait besoin aussi d'une mise à jour réseau Ethereum pour leur modèle... je ne sais plus, au niveau du calcul des frais, je crois qu'ils changent quelque chose. Et en gros, ça appelle une EIP. Mais voilà, on ne pourra pas savoir tant que ça ne sera pas lancé, et de voir à quel point les gens vont jouer le jeu et quel genre d'infrastructure on va avoir au lancement dessus. Dis-moi. Est-ce qu'il y a sur Maverick des Est-ce qu'il y a sur Maverick donc des protocoles gestionnaires de liquidité un peu comme Arrakis sur Uniswap V3? Pas vraiment à l'heure d'aujourd'hui, pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est plus jeune. Puis après il y a cette question qu'il y a déjà des modes natifs pour faire des suivis de prix ou autres. Et après c'est plus une question un peu technique, c'est que les contrats ne sont pas encore vérifiés et disponibles publiquement. Ils ont des inquiétudes au niveau des forks.
Ils attendent la sortie de la tokenomics complète qui devrait arriver dans l'année. Donc a priori, cette couche d'infrastructure elle arrive plus tôt une fois que les contrats sont vérifiés on-chain, quoi. Ok. Merci. Merci. On a vu tout à l'heure que c'était possible maintenant d'orienter la liquidité de manière dynamique pour éventuellement pousser un token vers un prix ou un autre. Est-ce qu'on a des exemples précis d'entreprises ou d'outils qui permettent de faire du market making de qualité sur une gestion de tokens intelligente qui vont justement servir le projet et non juste faire de la spéculation à outrance? Ouais, il y a déjà des... donc on avait le cas de Go, je vous avais mis en exemple un peu plus bas. Ça a été un peu une des premières utilisations à large échelle de liquidité directionnelle, avec un objectif donc d'aider à une restauration de PEG sur un stablecoin. Au final, c'était le comité de liquidité de Go qui gérait ça, avec un financement qui venait directement de la DAO. Ça peut être déjà vu un peu comme ça. Et après, il y a vraiment la question aussi des wrappers. Donc par exemple, les CVXRV, tous les tokens qui représentent un autre token verrouillé, où au final, ils sont sur une courbe de prix assez spécifique, dans le sens où on sait qu'il n'y a pas de raison qu'ils aillent au-dessus de 1 de leur actif sous-jacent, puisqu'à priori, qui voudrait acheter un CVXRV à 1 CRV, ça ne fait aucun sens. Potentiellement en dessous, ils voudraient l'acheter, oui. Donc en fait, ils ont une question un problème assez similaire à celui-là, au final, dans le sens où ils veulent distribuer leurs incitations plutôt vers le token de pairing que leur token en eux-mêmes. Parce que sinon, on aboutit, par exemple, CVXRV, CRV, la pool pour le CVXRV de Convex sur Curve, elle est à 75-80% CVXRV et à 20% CRV. Et les émissions Curve sont distribuées de manière uniforme sur ce gros sac-là qui a 4/5 de CVXRV. Donc c'est assez inefficace. C'est un peu un truc que j'ai théorisé il y a longtemps, mais que c'est toujours pas fait. Si un jour, j'en ai parlé même à Michael, il n'était pas très chaud étonnamment, mais en gros, pour résoudre leurs problèmes de liquidité, ils pourraient avoir un modèle, que ce soit avec Maverick ou même avec Merkle, qui leur permet de faire ça aussi. De dire en gros, moi, mon budget d'émission, je le paye à 80% au CRV dans la paire, seulement 10 ou 15% au CVXRV et le reste sur les frais. Ou alors une structure comme ça à la Maverick, où en gros, là, tu aurais le CVXRV, donc une toute petite partie de CVXRV vendeuse, mais une grande partie de CRV acheteuse pour permettre de rééquilibrer la paire en plus possible. Ça aussi, ça peut être pertinent. C'est encore assez novateur et pas trop largement utilisé. Sur Maverick, on commence à avoir pas mal de liquid wrapper tokens qui font ça aussi. Ouais, il y a le ESLBR d'un fork, non pas un fork, un truc de Libra qui utilise ça, et Pendle aussi qui a une pool Maverick, pareil, sur le même principe, qui a une structure un peu comme ça, où ils se retrouvent à peu près à la moitié de la courbe, mais en gros, ils dirigent la majorité de leur incitation sur la partie acheteuse, la partie token de pairing, plutôt que de payer des gars qui ont leur liquid wrapper et qui, a priori, n'apportent rien dans la pool, quoi. Je voulais poser une question sur le fractionnement de la liquidité. Ouais. C'est quoi les tendances actuelles? Parce qu'il y a de plus en plus de DEX et en plus de plus en plus de blockchain. Est-ce que la liquidité se concentre à certains endroits ou est-ce qu'on voit une tendance plus vraiment de fractionnement? Et c'est quoi les risques du coup après qu'on aurait sur un gros fractionnement? Ouais, c'est une thématique. C'est après, en gros, la solution à ça, c'est tout l'enjeu d'agrégation, quoi. C'est comme ça qu'on reconnecte toutes ces sources de liquidité. Alors, bien sûr, ça a ses défis en eux-mêmes. Côté fractionnement, on le voit en effet, où en gros, chaque grosse chain a tendance à avoir son DEX natif ou des choses comme ça. On réplique beaucoup de modèles. C'est courant de forker. Vélodrome, ça a bien marché sur Optimism, tiens, je te fais le Vélodrome de je sais pas quelle chaîne, et puis hop, une nouvelle chaîne étant sur Starknet, il y a un fork local un peu amélioré d'Uniswap V3. Il y a un peu une incentive cachée à créer un DEX local plutôt que de se connecter sur une grosse infrastructure comme Uniswap par exemple, notamment du côté de l'émission du token qui va permettre d'attirer les projets en question, de les faire rentrer dans une boucle, ils peuvent diriger des émissions et ainsi de suite. On ne peut pas vraiment lutter contre cette fragmentation, donc l'enjeu c'est vraiment plus de le régler au niveau de la thématique d'agrégation, quoi, que ce soit CoSwap, OneInch, Paraswap, et tous ceux qui font ça, UniswapX avec du cross-chain par exemple aussi, ce qui est aussi maintenant la thématique que une paire ETH USDC, tu en as 200 sur mainnet sur différents DEX,
même sur Uniswap, parce que tu l'as en 1 BPS, tu l'as en 5 BPS, tu l'as en 30 BPS et tu l'as en 100 BPS. Donc tu peux en avoir 4 versions sur Uniswap, plus tout ce qu'il y a sur les autres DEX. Et maintenant, si tu prends en compte tous les cross-chains, je ne sais pas, un Uniswap, un ETH/USDC, tu as peut-être facilement 2000 paires au total, si tu prends en compte tous les tiers de frais, les DEX sur toutes les chains, avec une liquidité qui n'est pas 5 $, c'est ce que je veux dire aussi. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'agréger à la fois tous les DEX et toutes les chains, et d'avoir une expérience cohérente à ce niveau-là, quoi. Moi, je pense que dans ta prochaine version de cette masterclass, il y aura une partie 5 qui sera le fractionnement ou la fragmentation de la liquidité et comment on le résout et comment les nouveaux protocoles cherchent à résoudre ça. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive quand même à un moment où, du point de vue de la structuration de la liquidité et des incentives, on a quand même bien exploré ce pan-là. Par contre, résoudre, donc plus du côté peut-être plus utilisateur, la fragmentation de la liquidité, il y a encore pas mal de choses à faire et il y a des projets qui se positionnent dessus, et notamment le fameux Uniswap X dont tu parlais. Donc je pense que voilà, ça sera un peu le 5e plan de ta présentation d'ici un an ou 2. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, encore plein, chouette. Concernant les protocoles tels que VE33 comme Retro, je les ai essayés et j'ai pas compris la pertinence de LP voilà, des tokens, de loquer du VE Retro et ensuite de voter sur d'autres LP où on n'a pas LP et qu'on est ensuite récompensé. En quoi ça peut être pertinent? Je sais pas si je suis clair. Je crois. Disons que en fait, chaque composant ne s'adresse pas forcément au même public. Tout ce qui est apporteur de liquidité, typiquement, ça pourrait être toi. Si tu verrouilles, après, on est déjà dans une logique différente. Généralement, c'est soit des projets qui verrouillent, parce qu'ils veulent sécuriser une capacité à pouvoir diriger de la liquidité vers leur pair. Donc, je ne sais pas, par exemple, les Luchadors, pour ceux qui connaissent, qui sont sur Polygon, ils ont une position VE rétro qu'ils utilisent pour diriger de la liquidité vers des paires, Luchamatic, Luchacash, Luchais et quelques autres. Donc tu vois, là, c'est vraiment un projet qui a ses VE rétro-loqués dans la perspective de il est LP ou pas forcément LP, c'est pas forcément corrélé, mais il a un besoin de soutenir une certaine liquidité, c'est pour ça qu'il verrouille ses rétros. Après, le LP en lui-même, il choisit ses paires ce qu'il veut, et c'est un peu un autre... En fait, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Tu es LP et tu verrouilles en même temps, mais tu ne votes pas sur les paires sur lesquelles elle est. Après, ça, c'est en fonction de quelle est ta stratégie. J'imagine que toi, c'est faire un rendement maximum. Tu n'as pas forcément d'opinion sur quelle paire tu votes ou des choses comme ça. Non, disons qu'on nous laisse le choix. Ouais. Et si ce n'est pas pertinent, pourquoi on nous permet de le faire plutôt que de nous suggérer de le faire de quelque chose qui est plus pertinent sur nos LP? Mais parce qu'en fait, c'est pas corrélé à TLP. Tu vois, pour te donner un exemple simple, toi, peut-être tu as envie d'LP ETH/USDC parce que tu aimes bien ces deux actifs et que ça ne te dérange pas d'avoir une balance X ou Y des deux. Donc, tu es LP ETH/USDC, tu fais ton rendement là-dessus. Mais maintenant, en termes de vote, on va mettre un truc très simple. Peut-être que tu as Frax qui arrive avec ses gros sabots chaque semaine pour surpayer sur une paire Frax USDC, les votants. Et donc, toi, en tant que votant, si ton but, c'est de faire un meilleur retour possible, que tu aimes ou pas Frax, si tu n'as pas de problème à voter pour eux, bah, tu vas voter pour eux pour ramasser la bribe, l'incentive qu'ils mettent sur ce vote, parce que c'est ça qui va te mieux le payer en tant que votant. Mieux même que si tu prends en compte le sur-retour que tu ferais sur ton LP si tu t'es voté sur la poule t'étais toi-même. Je ne sais pas si tu me suis. Donc c'est assez décorrélé au final, ça dépend des attitudes des projets, ça dépend aussi de ta perspective, ton opinion. On pourra y venir après, mais par exemple au DeFi collectif, je n'ai pas trop eu le temps d'aborder ce soir, où on gère beaucoup de positions apporteuses de liquidité, directrices de liquidité et aussi apporteurs de liquidité. Mais là, on a des principes, notamment sur comment on les utilise. Et typiquement, une situation comme ça, on ne voterait pas pour Frax, même si c'était le plus intéressant pour nous économiquement, parce qu'on a une question presque politique de où est-ce qu'on veut diriger la liquidité, et on essaie de le faire avec une perspective le plus long terme possible pour Retro, et donc ça aboutirait à un vote différent, plutôt sur des paires blue chip, Pragmatic, ETH, Bitcoin, Rapis, ou des choses comme ça. Il n'y a pas des risques de collusion? Ah bah totalement, c'est un peu la situation Curve à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, où on a une collusion qui s'est passée autour de Frax, qui a capturé beaucoup de puissance de vote,
qui maintenant devient un peu un acteur assez incontournable, Convex ou les autres qui sont dans l'écosystème. C'est un enjeu avec ces mécanismes de verrouillage qui te permettent de diriger de la liquidité, mais surtout avec le fait qu'il n'y ait pas, comme j'ai insisté dans la présentation, le fait qu'il y ait, quel que soit ton vote sur Curve, tu ramasses tes frais de la même manière. Et ça, pour moi, c'est un peu la pomme de la discorde, quoi. Parce que ça veut dire qu'un acteur mal aligné, il est payé par tout le monde par la DAO, alors que ça se trouve, il est en train de diriger les incitations sur une paire qui, bon, être délétère, c'est compliqué, mais qui en gros n'apporte quasiment rien. Et ça, c'est sur le long terme de l'échange, ça peut être compliqué, quoi. Parce que ça aboutit concrètement en termes plus simples. Bon, c'est un peu calmé maintenant, parce qu'il y a moins de TVL, mais pendant un moment donné, vous aviez des paires à 1 milliard de TVL, Frax USDC sur Curve, payé à 10%. Donc ça fait quand même un sacré paquet de CRV à l'année. Et le volume journalier sur ces paires, c'était entre 1 et 2 millions de dollars. Donc très surdimensionné par rapport à... Ça aurait pu très bien être géré avec 10 millions de TVL, ce volume-là, voire même 5. Mais voilà, ça a permis une accumulation pour Frax, qui après maintenant utilise d'autres manières. Mais c'est des enjeux qui se jouent plus sur le long terme au final que à la semaine par semaine, quoi. Moi, j'avais juste une question. Donc, Maverick, on sent la pertinence sur les stablecoins, les LSD, les wrappers. Mais par exemple, un projet qui voudrait se lancer son token, plus cette fois-ci un token de gouvernance ou cette fois-ci beaucoup plus de volatile. Ouais. On voit que de l'autre côté du spectre, on a Balancer avec des 2080 où il y a AV, Paraswap qui même incentive plus les gens à aller sur ce type de pool. Si demain, il y avait un projet qui devait lancer plus son token volatile, toi, tu recommanderais quel type de pool et quel type de protocole plutôt? Ça, c'est une question qui est toujours pas facile. Au final, les 80-20 balancers, je suis moyennement convaincu parce qu'ils ont des limites au niveau de l'efficacité de la liquidité qu'elles apportent. Les projets les aiment bien parce que ça aboutit à une grande demande en leur propre token, vu que c'est 80% de la pondération. Mais le problème, c'est que, au final, comme il n'y a que 20% de la paire qui est l'actif de pairing, c'est assez peu de liquidité acheteuse du token. Donc, ce n'est pas toujours le plus efficace. Au final, pour un projet qui ne sait pas trop ce qu'il fait et qui ne veut pas prendre d'hypothèse ou d'assumption, ce que je disais tout à l'heure, moi, je reviendrai à un bon vieux Uniswap V2. Hein. Parce que le bon vieux Uniswap V2, tu as une liquidité distribuée tout le long de la courbe de prix, équilibrée, auto-compound. Et après, tu as aussi un token ERC20 liquide, dans lequel tu peux faire des choses, tout comme les projets font, où tu verrouilles le token 80-20 de Balancer dans un mécanisme ou autre. Tu peux tout à fait faire ça avec un LP Uniswap V2. Et tu as aussi, en termes de sécurité, des garanties un peu plus élevées. Donc ça peut être une option. Sur Maverick aussi, mais ça va demander un peu plus de paramétrisation. Après, l'avantage sur Maverick, c'est que tu peux aller sur des WIS, donc des largeurs de tick de 25%, ce qui est vraiment énorme. En gros... je ne sais pas trop comment vous exprimer ça, mais en gros, sur 6-8 ticks de prix sur un ISUSDC 25%, tiré de $500 à $20 000 ou un truc comme ça. Donc vraiment, en 6-8 ticks, donc pas en un grand... Tu peux vraiment couvrir une zone de prix monstrueuse, parce qu'un tick, il va te faire 3 ou 4 000 $ de prix sur ce truc-là. Donc, c'est une question de paramétrisation, quoi. On voit quelques projets utiliser ces WIS très élevés, mais c'est vrai que c'est encore assez rare. Et notamment au début, il y a une question aussi, on ne sait pas vraiment dans quel sens le prix va évoluer, et le contraindre au sein d'une zone, soit il faut vraiment qu'elle soit extrêmement large, mais il y a une peur de qu'est-ce qui se passe si je sors de cette zone de prix, quoi. Donc là, à ce niveau-là, le mieux, ça reste le bon vieux Uniswap V2, si tu ne veux pas prendre d'hypothèse. Petite question ici. Merci. Alors, l'impression que j'ai eue en regardant cette présentation-là, c'est que pour ce qui est des plateformes d'échange décentralisées, on expérimente beaucoup avec les tokens et les tokenomics et surtout l'incitation financière. Mais j'ai l'impression que dans les plateformes de prêt et d'emprunt comme AAV ou comme AV, Morpho, etc., ça expérimente beaucoup moins. Du coup, je me demandais si tu partageais cette même impression et si oui, quels sont les facteurs qui expliqueraient ça? Ça expérimente un peu moins, pour sûr. Après, bon, il y a quand même quantité de forks AV qui se sont lancés ou Compound avec une tokenomics plus ou moins agressive, des modèles d'émissions notamment sur les apporteurs de liquidité. On a vu ça. Il y a peut-être quelques raisons à ça, notamment le fait que c'est plus compliqué, je dirais, de gérer une plateforme, un marché monétaire
qu'un énième fork Uniswap dont le code était public, notamment même le V3 est public maintenant. Des questions de licence de code notamment aussi, parce que donc faut pas oublier la V3, il me semble pas que le code il soit encore public. Enfin, je sais plus, ils ont fait un petit bise. Il est sous BSC jusqu'en 2026. Voilà, tu connais mieux l'histoire que moi. Compound, je suis pas sûr de leur statut, mais ça doit être similaire. Il doit y avoir de ça. Et puis après, bon, il y a quand même il y a des tentatives au niveau de la paramétrisation des marchés, capture des frais, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que sur la tokenomics en elle-même, dans l'ensemble, ils ont été un peu plus conservateurs sur les marchés monétaires. Ouais. Probablement, je pense, dû au fait que c'est plus compliqué d'attirer de la liquidité sur ces marchés monétaires. Et notamment, ça s'appuie plus sur leur track record. Quoi. AV a encore autant de TVL parce qu'il y a cette track record de 3 à 4 années sans avoir été hacké. C'est un travail un peu de tous les jours pour arriver à ça. Quoi. Dernière petite question, puis après on va passer à la suite. En tant qu'utilisateur, si on veut faire juste des swaps, pour qu'il y ait le moins de slippage possible, donc il faut aller plus sur un DEX où la liquidité est concentrée. Faut pas aller sur un DEX. Il faut passer directement par un agrégateur dans ce cas-là. Parce que sinon, sinon après tu rentres dans la logique, tu vas comparer tous les DEX, il faut savoir où est ton token. Pour chaque token, ça va être différent. Certains tokens, ils ont des bonnes liquidités sur tel échange, mais pas sur d'autres. C'est vraiment tout l'enjeu, là où l'agrégateur est là pour faire ce travail-là pour toi. C'est comme Expedia quand tu veux faire un voyage, tu n'as pas besoin de savoir que, je sais pas, pour tel pays, c'est telle compagnie que tu trouves sur tel site qui t'apportera les meilleurs prix. C'est Expedia qui va trouver ça pour toi. C'est un peu la même idée ici des agrégateurs. En tant qu'utilisateur, tu as tout intérêt à utiliser un co-swap, un paraswap, un one-inch, qu'importe celui que tu préfères, ou l'agrégateur d'agrégateurs de DeFi Llama. Tu as plein d'outils maintenant qui sont dispo pour les utilisateurs, qui sont quand même assez simples et qui font bien le boulot. Quoi. Merci Brice encore une fois pour cette présentation et pour toutes ces réponses. On vous invite du coup à nous rejoindre sur le Discord de DeFi France. Ce genre de sujet, on discute tous les jours dessus. On essaye de se montrer pédagogique. Donc voilà, il y a toutes sortes de chans, un chan questions. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu plus débutant, à venir à poser toutes vos questions. Il y aura toujours quelqu'un de la communauté pour vous répondre. Et on vous invite également au prochain meet-up qui aura lieu le 5 mars chez iExec pour leur nouveau meet-up qui s'appelle iMeet. Et je termine en remerciant très très vivement Anima de nous accueillir dans leurs locaux. Avoir des locaux comme ça un peu à disposition à l'emporte-pièce pour accueillir TokenWays qui est de passage en France, ça nous aide grandement, ça nous permet de continuer à grossir. Et encore un grand merci pour l'aide opérationnelle et pour l'accueil. Et c'est tout pour ce soir. On a prévu apéritif et pizza, donc si vous voulez rester, on peut approfondir tous ces sujets. Merci Brice. Merci.